Alors, la fin d'un NFT, même si elle, comme tout ce qui s'est passé avant, est inscrite dans la blockchain, on appelle ça le burn. Alors, l'artiste lui-même, le collectionneur, les deux peuvent brûler, mais il y aura des traces, hein, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on brûle, si ce n'est qu'on n'aime plus l'œuvre, au même titre qu'on pourrait l'acheter à la poubelle? Quand c'est un cristaux, ça peut être, on peut se gratter la tête un petit peu, mais qu'est-ce qui peut... Il y a aussi une tendance de dire je brûle, non, on brûle l'œuvre, on garde le NFT. Par contre, on brûle pas. Mais qu'est-ce qui peut justifier de brûler un NFT? Alors, c'est pour l'interaction, j'ai envie de dire, et parfois l'idée conceptuelle du projet. Moi, souvent, je compare l'idée du burn avec le projet qu'avait fait, dont je n'ai plus le nom, excuse-moi, mais Yves Klein, avec Les feuilles d'or. ses feuilles d'or Ouais, dans la ouais. scène, où tu pouvais soit garder ton petit bon pour jeter une feuille d'or, soit lui donner et pouvoir y jeter la feuille d'or. C'est foncièrement un Oh oui. mécanisme de burn, c'est-à-dire c'est du redeem, c'est voici mon ticket, voici mon pass, je te le donne, j'ai quelque chose en échange. Après, il y a d'autres artistes qui l'ont utilisé conceptuellement comme Damien Hirst, où là, soit tu gardais le NFT et il allait burn littéralement l'objet physique Hmm. dans une cheminée, soit tu brûlais numériquement l'œuvre NFT et tu gardais et tu recevais l'œuvre physique par derrière. Et Pac l'a fait aussi pour créer une monnaie. Alors là, ça n'a Oui, pas marché aussi bien qu'il l'aurait souhaité, je crois, hein. à l'époque, c'est bien marché. Après, c'est des valeurs qui ont évidemment énormément fluctué, qui sont très très basses, puisque bon, pas que c'est tout un sujet dans l'espace. On ne sait jamais s'il va revenir ou pas, si c'était finalement une grande arnaque artistique ou il y a un grand projet derrière. On est dans le flou et il a toujours entretenu le flou. Alors, il a toujours entretenu aussi la discrétion. La différence avec Banksy, c'est que comme il avait fait un petit peu de motion avec un Tumblr, enfin, il a laissé des traces de ce qu'il faisait avant, Mhm. quand il s'appelait encore Murat Pack. C'est difficile en artiste numérique, la vraie discrétion, quoi, Ouais, contrairement après, au graffiti art, par exemple. oui, oui, complètement. Et puis foncièrement, après aussi, le concept artistique de Pac, c'est la manipulation de marché et comment on fait la valeur d'une œuvre d'art. Donc le fait de peut-être donner l'impression de partir, c'est aussi de voir un peu quand le marché réagit. On peut Ouais, ouais. prétendre que tout ça fait partie Qui est une pratique d'un grand artistique projet. en soi, s'amuser avec le Oui, marché, hein, comme Hirsch l'a fait. donc voilà, mais c'est pour les artistes traditionnels, pour le mécanisme de burn, pardon, il s'est utilisé soit pour une pratique commerciale et des activations et des temps brûlantes avec une autre œuvre, on va s'utiliser de manière assez originale et c'est vrai qu'il y a peu d'exemples dans l'histoire de l'art de ces pratiques-là. Ah oui. C'est soit conceptuel, Là, on touche à une artistiquement, forme soit conceptuelle de purement l'art, ouais. commercial avec un système de token gating, c'est-à-dire de tickets ou de passes à l'entrée qu'il faut utiliser pour pouvoir récupérer son objet, quoi. Alors, morale de l'histoire, j'ai l'impression encore aujourd'hui qu'on a un petit peu deux mondes. Celui, j'aime pas ce mot non plus, hein, traditionnel, mais bon, on peut l'utiliser. Et le Web3 qui sont un peu en chien de faïence et qui s'observent avec des gens qui s'intéressent aux deux. Je pense que tu en es un bon exemple. Et peut-être, et si finalement la solution, elle n'était pas dans l'entre-deux, et notamment avec des NFT en vente sur plateforme, et pourquoi pas salle des ventes, et qui correspondraient à des pièces dans l'espace physique et présentées en même temps, et finalement où l'un n'irait pas nécessairement sans l'autre. Est-ce que ce n'est pas une des solutions de futur? Ça existe et il y a des problématiques, c'est que on revient au même problème du début de la discussion quand on faisait de la blockchain dans l'art pour les objets physiques en 2017, c'est que la blockchain est une solution digitale et donc ça peut tracer que le digital. Dès que c'est off-chain et donc des objets physiques, ça pose des questions. J'avais eu pour projet notamment à Sotheby's de faire une vente qui s'appelait Let's Get Physical qui se parlait que des objets physiques sur la blockchain. Beeple notamment, quasi la totalité de sa production NFT vient avec des objets physiques. C'est moins un artiste digital qu'un artiste de nouveaux médias Ouais. en réalité. Et c'est pas tellement un artiste crypto qu'un artiste finalement numérique plus grandement. Mais quand on regarde du coup les prix de ces œuvres NFT sur le marché, bah en fait on a la valeur que pour le NFT. On n'a pas la valeur, on ne sait pas si c'était des ventes qui ont été faites avec le NFT plus l'objet physique. Ah oui, on ne sait pas si les deux viennent ensemble On sait pas, véritablement. il y a une décorrélation dès que ça se vend. Et donc du coup, même moi, il y a des NFT que parfois j'ai revendus, donc j'ai encore l'objet physique. Et c'est des objets physiques qui sont eux-mêmes numérotés et signés. Donc ça pose la question, est-ce que c'est le NFT qui est lui-même l'œuvre ou est-ce Oui. que mon objet physique qui est Compliqué, numéroté et compliqué à signé? gérer. C'est compliqué, ça pose plein de questions. Les hôtels de vente là-dessus ont peut-être une carte à jouer, c'était mon idée de base, c'est qu'ils sont en mesure de consigner à la fois le NFT et l'objet physique, et donc d'agir en tant qu'un escrow, comme on dit en anglais, en tant qu'intermédiaire qui va garantir, qui va donc rassembler, garder les deux tant que la transaction est faite. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de système d'escroc comme ça qui est fait pour gérer les objets physiques. Et d'ailleurs, avec la pseudonymité et l'anonymité, les objets physiques, c'est compliqué à gérer parce que ça voudrait dire donner ton nom, donner ton adresse pour pouvoir recevoir ces objets-là, ce qui
qui ouvre plein de problèmes aussi de sécurité, de confidentialité. Donc l'objet physique, ça vient, j'ai envie de dire, mettre un peu le bazar dans tout ça souvent, et ça facilite pas forcément les choses. Mais il y a des manières de le faire, il y a les protocoles PUF notamment qui existent. Ces PUF, c'est Physical Unclonable Function, c'est-à-dire des objets physiques non reproductibles. Je crois que c'est Mr. Brainwash qui utilise ça notamment, c'est-à-dire qu'il a ses archives, il prend, je crois, des pièces de 50 cents qui coupent au laser à un angle très spécifique. La moitié de la pièce vient avec l'archive, la moitié de la pièce va avec l'œuvre d'art. Et donc pour vendre l'œuvre, il faut à la fois que tu aies les archives avec ta moitié de pièce et ton œuvre d'art avec ta moitié de pièce, ce qui prouve que les deux sont individuellement authentiques. Et donc que tu n'as pas une vraie œuvre d'art avec une fausse archive, ou alors une vraie archive avec une fausse œuvre d'art. Ça pose des problèmes. Donc l'objet physique, il n'est pas encore la blockchain n'est complètement pas du tout capable aujourd'hui de gérer nativement les problématiques d'objets physiques sur ces systèmes-là, sauf si c'est des blockchains centralisées, etc. Il y a Carrefour qui utilise notamment pour la traçabilité de ses produits, je crois, des systèmes blockchain. C'est pas évident. Mais tu avais dit juste un truc que je voulais réagir au début de ta question, qui était sur, avant que je te parle de traçabilité d'objets physiques, c'était oui, les deux mondes qui se regardent en chien de faïence. Moi, j'ai une petite expression que je dis souvent, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui revendiquent vouloir créer le pont entre l'art contemporain et le monde de l'art digital. Mais moi, je dis souvent que ça ne sert à rien de construire des ponts qui amènent à des portes verrouillées. Exactement. Et donc, on peut être pont soi-même, et c'est-à-dire vivre, avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre, et ce qui est aussi ton cas, puisque tu ne le caches pas, tu viens d'une famille de collectionneurs d'art contemporain. Tu as été en proximité avec des œuvres d'art contemporain. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es franchement tombé dans la blockchain il y a déjà quelques années. Et j'en arrive à la question que je qualifie de secrète, mais dont je t'avais dit qu'elle est bienveillante. Si aujourd'hui, toi, tu avais un conseil à donner à un encore plus jeune futur amateur, amatrice, je sais que tu as beaucoup de gens de ta génération autour de toi, on en parlait récemment, je les cite, les Girls of Revolution, il y a beaucoup de gens dans cette communauté. Si tu avais à donner un conseil, un avis, un point de vue, aujourd'hui, parce que ça va vite, hein, dans 6 mois, tout ce que tu as dit, j'exagère, mais ça évolue vite. Si tu avais un conseil à dire au jeune Brian qui émerge là et qui se dit chez lui, j'irai bien, quel conseil tu lui donnerais, toi? Moi, je donne des cours un peu à l'USA, notamment à des autres étudiants sur la transformation digitale. Et ce que j'essaie de leur transmettre, notamment, c'était qu'il y a des points communs de toute façon entre les gens de la blockchain et les gens du monde de l'art, c'est la curiosité. Et la curiosité, pour moi, je trouve que c'est une de mes valeurs les plus importantes et une valeur cardinale dans tout ce que je fais. Il faut rester curieux. Quand on reste curieux, on reste ouvert et on ne se ferme pas à des idées qui peuvent être importantes. Je pense que pour les gens de ma génération, se faire une place dans le marché de l'art, c'est pas évident. Et que même si on arrive à s'impliquer dans des structures, c'est pas dit qu'une fois que les gens qui nous ont inclus dans ces structures-là nous laissent leur place. Souvent, on campe un peu sa place dans le marché de l'art, et les guéristes que je connais, quand ils vont partir, ce sera les 2 pieds en avant. Donc c'est quand même, il y a des enjeux générationnels. Et pour moi, les gens qui achètent des NFT, qui sont intéressés par le crypto-art, sont des gens qui sont entre 35 et 45 ans. Et c'est des gens que si je commence à travailler avec eux aujourd'hui, je pourrais continuer à travailler avec eux dans 20 à 30 ans. Ce qui n'est pas dit des acheteurs traditionnels du marché de l'art qui ont peut-être plus 65, 70, ou dans 20, 30 ans, bon, je leur souhaite, mais ils seront peut-être plus forcément là. Donc, pour moi, il y a des enjeux de carrière pour les gens qui veulent se trouver une place dans le marché de l'art, de s'intéresser à ces enjeux technologiques-là, à s'intéresser à la transformation digitale dans le marché de l'art, puisque ça permet pour eux peut-être d'être identifiables, reconnaissables en ligne, et d'être irremplaçables et incontournables dans le futur. Et pour moi, il y a des opportunités de carrière qu'on ne peut pas avoir où que ce soit d'autre. Et j'en suis peut-être l'exemple vivant, puisque quand j'ai à 25 ans, je me retrouve plus ou moins directeur d'un département chez Sotheby's. Les gens à mon âge, ils sont encore généralement à la recherche de stage dans ces entreprises-là. Donc c'est des opportunités que j'aurais pas eues si je n'avais pas été curieux, si je ne m'étais pas intéressé à ces sujets-là. Et je pense que pour des jeunes de ma génération, où ça semble bloquer le marché de l'art, où il n'y a pas forcément, où c'est très difficile d'obtenir des soutiens financiers, de l'emprunt pour monter des projets, le monde de la blockchain, le monde du Web3, ou même le monde digital en général, parce qu'on est quand même assez en retard dans le marché de l'art par rapport à toutes les autres industries sur ces sujets-là, c'est quelque chose qui peut vous apporter un atout hyper important et qui peut vous permettre de vous installer dans le marché de l'art et de pouvoir en vivre. Moi, j'ai la chance de pouvoir dire que je peux vivre de mon métier et vivre de ma pratique. Et je pense que c'est assez rare à mon âge dans ce marché-là, surtout en indépendant. Et voilà, moi, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes étudiants et que je pense est important aujourd'hui, et qu'on ne peut pas juste attendre qu'on nous donne la place, et qu'il faut essayer de la prendre
et que sur le marché en tout cas des NFT, sur le monde de l'art plus digitalisé, il y a des places à prendre, il y a des opportunités à saisir et qu'il ne dépend que de vous finalement de s'y intéresser puisqu'il y a encore peu de monde qui sont sur ces marchés-là. Donc si on est avec des bonnes intentions et si on a de la curiosité, je pense qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir en tirer parti, quoi. Eh ben, Brian Becafico, un grand merci à toi. Merci Dominique, merci de ton invitation et puis j'étais très content de pouvoir discuter avec toi.